Vous êtes député européen. Alors, l'Élysée n'a pas confirmé cette information, mais il devrait y avoir dès demain un sommet d'urgence à Paris sous l'initiative d'Emmanuel Macron. Est-ce que déjà vous appelez une telle réunion de vos vœux? Est-ce que pour vous, il y a le feu, on doit se rassembler? Écoutez, il n'y a pas le feu, mais il y a urgence. Il n'y a pas le feu. Pourquoi je vous dis il n'y a pas le feu? Parce que, contrairement à Donald Trump, nous restons calmes en Europe. Nous ne tweetons pas frénétiquement et même hystériquement, 14 fois par seconde. On prend notre temps pour réfléchir. Mais oui, évidemment qu'il y a urgence. Il y a urgence pourquoi? Parce que Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent, du moins ils vont essayer, parce que j'ai un certain scepticisme sur leur possibilité de réussite. Enfin, en tout cas, ils vont essayer, en vérité, de se partager le continent européen en deux zones d'influence. L'un des intellectuels les plus proches du Kremlin disait il y a quelques jours, mais si Donald Trump, enfin les États-Unis veulent annexer le Canada, pas de problème à nos yeux, le Groenland, pas de problème à nos yeux, l'Europe occidentale, pas de problème à nos yeux, sous-entendu naturellement, à condition que nous récupérions non pas même les territoires soviétiques, mais les territoires de l'Empire des Tsars. Et l'Empire des Tsars, c'était entre autres près de 60% de la Pologne, la Finlande, j'en passe et des meilleurs. Il y a là quelque chose qui se passe, qui peut se passer entre la Maison Blanche et le Kremlin, entre les deux compères. Moi, j'ai de plus en plus tendance à dire Donald Poutine et Vladimir Trump, parce que, et là, véritablement, il y a un danger énorme pour nos pays. Et c'est pour ça que, logiquement, demain, on va avoir à Paris, non seulement le Premier ministre britannique d'un pays qui a quitté l'Union européenne, mais qui est un pays géographiquement, culturellement, politiquement européen, évidemment, et qui aujourd'hui est effaré par ce qui se passe à Washington. Et nous aurons aussi ce qui est très intéressant, la Première ministre, la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, qui politiquement est très très proche de Trump et d'Elon Musk, encore plus, mais qui se rend bien compte que pour son pays, l'Italie, elle ne peut pas se priver de la solidarité européenne. Une phrase, s'il y a des droits de douane de 25%, comme Monsieur Trump en brandit la menace sur les exportations européennes vers les États-Unis, ben l'Italie sera l'un des 3 pays européens à en souffrir le plus et aura vraiment besoin de la solidarité européenne. Alors on attend toujours la confirmation donc de ce sommet. Je rappelle que pour l'instant l'Élysée ne confirme pas, mais que c'est à la une de tous les journaux à l'international, on peut le dire ce matin. On a un peu le sentiment qu'il ne confirme pas parce que la liste complète des participants n'est pas encore établie. Et donc, comme pays hôte, c'est bien difficile de confirmer sans donner la liste des participants. C'est une hypothèse. Un mot sur vos mots, quand même. Vous parlez de compères. Ça m'a évoqué presque une fable de La Fontaine, où on aurait 2 grands fauves ou 2 grands méchants loups, finalement. Et nous, on est quoi au milieu de tout ça, Bernard Guetta, quand vous dites les 2 compères se partagent l'Europe comme ça? Ben, écoutez, premièrement, nous sommes le bunker de l'état de droit, nous sommes le bunker du droit, tout simplement. Parce que aux États-Unis, Donald Trump et ses amis, souvenons-nous quand même que Donald Trump est un homme qui a lancé une milice contre le Congrès il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, une milice contre le Congrès. Et cet homme-là est aujourd'hui dans le bureau ovale. Cet homme-là, écoutez, a un souci... A été élu démocratiquement. Absolument. Mais cet homme-là, élu démocratiquement, a un souci extrêmement relatif du droit. Extrêmement relatif du droit. Alors Poutine, n'en parlons pas. Il n'a même pas besoin de lancer quoi que ce soit contre quoi que ce soit, puisque de toute manière... Mais vous les mettez sur le même plan, c'est ça qui étonne ce matin. Écoutez, finalement, je les mets sur le même plan pour plusieurs raisons. Remarquons d'abord que Monsieur Trump est en train d'organiser à Washington exactement le même type de pouvoir oligarchique qui existe à Moscou. Une poignée de milliardaires, les commandes de l'armée, les commandes de la police, c'est le même système. Deuxièmement, les deux jouent sur le sentiment de peur des populations devant la modernité, le changement extraordinairement brutal de nos cadres de vie partout dans tous les pays. Troisièmement, ils jouent sur une
grande réticence d'une partie des électorats, notamment masculins, devant la libération de la femme qui est en cours dans les pays depuis plusieurs décennies maintenant. L'homosexualité aussi, mais vraiment, on sent bien que le problème, c'est la femme. On ne supporte pas, au moment où il y a un avion qui se plante dans le Potomac à Washington, immédiatement les Trumpistes expliquent, évidemment, on a ouvert les salles de contrôle aux femmes et même à des Afro-Américains. Vous imaginez un petit peu, voilà le résultat. Voilà le résultat. Ces gens pensent comme ça. Ils veulent, pardon de vous le dire, ils veulent non seulement vous priver du droit à l'interruption de grossesse, mais ils veulent vous renvoyer à la cuisine. Est-ce que le discours de J.D. Vance à Munich vous a, comme député européen, blessé ou choqué? Il m'a ahuri. Il m'a ahuri d'abord de pauvreté intellectuelle, deuxièmement de grossièreté invraisemblable. Enfin, il se trouve dans un pays hôte qui organise cette conférence, l'Allemagne, et il insulte pratiquement, pas avec des gros mots, mais sur le fond... C'est pire encore. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Il insulte totalement les dirigeants allemands, mais pas seulement la majorité qui est au pouvoir actuellement, mais la démocratie chrétienne, toutes les grandes forces... Alors justement, je vous propose de l'écouter pour les téléspectateurs qui ont peut-être raté ce discours. Donc J.D. Vance, vice-président des États-Unis, fait donc un discours hier à Munich à la conférence annuelle de la sécurité. C'était vendredi, excusez-moi. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. La retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Alors, un petit sermon, une leçon de démocratie. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que le même homme qui dit que la liberté d'expression est en recul, vous avez senti, vous, à quel point la liberté d'expression était en recul dans les pays de l'Union européenne. C'est spectaculaire, nous sommes tous bâillonnés, bref. Mais en revanche, aux États-Unis, essayez aujourd'hui, si vous êtes un fonctionnaire, de parler de diversité, de parler d'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'attribution des postes. Essayez de parler du réchauffement climatique. Alors non seulement vous serez viré, liberté d'expression, mais sur les sites des ministères, ces mots n'existent plus. Les documents faisant état du réchauffement climatique, les documents scientifiques, c'est supprimé, parce que il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est une invention des gauchistes. Et la société de presse a été bannie du but de... Mais vous avez raison. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Mais il faut l'expliquer à nos téléspectateurs. Parce qu'ils refusent de nommer le golfe du Mexique, golfe des Amériques, dans les dépêches AP, la société de presse. Il faut dire à nos téléspectateurs que la Société de Presse est la plus grande agence du monde, en tout cas certainement la plus grande agence américaine. Elle est interdite aujourd'hui d'accès à la salle de presse, dans le bureau ovale, dans l'avion du président. Ils ne peuvent plus suivre, ne peuvent plus faire leur métier. Tout simplement parce que ils disent, écoutez, non, on est désolé, c'est pas parce que vous avez décidé que le golfe du Mexique ne s'appelle plus du Mexique mais de l'Amérique qu'on est obligé de vous suivre. Et hop, bâillonné. C'est une première dans l'histoire de la presse américaine. Ah mais absolument. Et c'est une grande preuve de la liberté d'expression aux États-Unis. Alors vous allez voir que certains dirigeants ou députés comme vous ont été donc sidérés par ce discours de J.D. Vance, et néanmoins, en France, certains adhèrent à sa thèse, à savoir la personne de Jordan Bardella du Rassemblement national. Ce que dit Vance est assez lucide. Le discours dominant aujourd'hui n'est plus le discours majoritaire dans le pays. Et je crois qu'il a raison de s'inquiéter d'une dérive orwellienne aujourd'hui, de toute une partie de la gauche qui milite pour restreindre la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est aujourd'hui en danger dans notre pays. Alors, il y a eu Jordan Bardella, donc je vous vois lever les yeux au ciel, mais écoutez, vous savez, si je peux, un mot. Allez-y. Cet homme qui préside le groupe des patriotes européens au Parlement européen. Il a réuni avec les autres partis de ce groupe politique, à Madrid, ou en Espagne en tout cas, samedi dernier. Est-ce qu'on les a entendus parler, ces patriotes et ces Européens, de la possibilité que Donald Trump mette 25% de droits de douane sur les produits européens, c'est-à-dire menace nos industries et notre emploi?
Hein? Où étaient-ils les patriotes? Où étaient-ils les Européens? Moi, je dis une chose très simple. Patriotes européens, pour ces hommes et ces femmes, 2 mots, 2 mensonges. Maxime. Non, sur ce que vous dites aux États-Unis, il y a beaucoup de choses de juste. Il y a aussi eu peut-être un excès pendant toute la période démocrate. On se souvient notamment, et on voit aujourd'hui par exemple des grandes entreprises comme Disney qui s'aperçoivent que peut-être que tout ce qui était les grands messages d'inclusion, etc., ont peut-être été beaucoup trop loin. On se rappelle même d'une grande une du New York Times 2-3 jours avant l'élection de Trump en disant que peut-être dans beaucoup d'entreprises, à l'école, on avait tellement fait pour le wokisme, pour l'intégration, que cela avait amené à tellement d'excès que certains électeurs américains avaient voulu en effet voter pour Trump. Ensuite, sur le réveil de l'Europe, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, ce que je disais tout à l'heure, que j'entends ce discours. Oui, je l'ai entendu. Oui, non, mais du réveil. Et prenons un peu ce qui s'est passé objectivement ces derniers mois. L'Allemagne, le couple franco-allemand, comme on adore le dire. Le seul pays qui vote contre l'interdiction ou contre la taxation des voitures chinoises. On a vu à quel point ça a été une bataille affolante pour le nucléaire. Vous parliez de l'Europe qui doit se réveiller. Est-ce qu'on a la sensation que l'Europe se réveille quand la première réaction d'Ursula von der Leyen le lendemain de l'élection de Trump, c'est de dire vous avez raison, on va réfléchir, on va aller plutôt se précipiter dans le bras des Américains pour acheter du GNL. Elle a exclu Stéphane Séjourné de la commission pour l'avenir de l'industrie automobile en France. Donc est-ce qu'on est sûr, alors non seulement que l'Europe puisse vraiment se réveiller plutôt que se précipiter dans les bras des Américains, est-ce qu'on est sûr objectivement que l'Europe a encore une voix singulière, et si oui, sur quel dossier? La réponse est premièrement que l'Union européenne n'est évidemment pas le Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, forcément pas, d'une seule voix. Bien entendu pas. Il y a 27 pays qui y sont dirigés tantôt par la gauche, par la droite, etc. Enfin bon, toutes les couleurs politiques possibles. Deuxièmement, depuis que l'Union européenne existe, et avant les communautés, et avant toutes les tentatives depuis 47 d'unité européenne, il y a toujours eu des conflits. Et c'est normal, et c'est inévitable. Exactement comme dans un pays, sur un seul, pour la définition d'une politique, il y a des partis et des personnalités qui s'empaillent, et puis il y a des intérêts différents. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, l'Europe irait dans le sens de ses intérêts plus qu'avant? Justement, pardonnez-moi de vous le dire aussi, comme ça. J'espère. Ce que vous ne voyez pas, et ce que beaucoup de gens ne voient pas, vous n'êtes malheureusement pas le seul, c'est la direction dans laquelle les choses évoluent. Depuis le premier mandat de Trump, le tabou qui existait, mais totalement, sur l'idée même d'une défense commune, est tombé. Parce que tout le monde a compris dans l'Union européenne qu'il fallait une défense commune parce que le parapluie américain n'était plus assuré. Ensuite, ils ont réfléchi, etc., parce que c'était une révolution culturelle incroyable, puis on n'avait pas l'argent, et puis on n'avait pas les armes, etc., etc. Là-dessus, Poutine envahit l'Ukraine. Et là, en quelques jours, vous voyez un truc incroyable. Tous les pays européens ont littéralement vidé leurs arsenaux pour armer l'Ukraine. Là-dessus, ils ont décidé d'acheter des munitions en commun. Rien ne le prévoit dans les traités, par parenthèse. C'était une décision commune. Et là-dessus, bien avant les dernières blagues de M. Trump et de M. Poutine de la semaine écoulée, qu'est-ce que décident les 27 pays de l'Union européenne de se doter d'un commissaire à la défense? Ça n'existait pas. D'un commissaire à la défense dont la tâche, c'est sa lettre de mission. Et il va rendre son rapport dans 15 jours ou 3 semaines. Et de jeter les bases d'une industrie pan-européenne d'armement. C'est-à-dire que les choses bougent. Alors si vous voulez me dire... Un peu trop lentement, Arlette Chabot. Attendez. Si vous voulez me dire qu'elle bouge beaucoup trop lentement, moi, ça fait... non pas 10 ans, parce que je suis beaucoup plus vieux que vous. Moi, ça fait 40 ans. Moi, ça fait 40 ans que je m'impatiente, que je tape sur la table, que je tape du pied en disant nom de Dieu. Et ben voilà. Non, mais parce qu'il y a le rêve européen que vous incarnez à merveille, mais quand vous dites on y pense depuis le premier mandat de Trump et qu'aujourd'hui, en réalité, la réponse à 100 traités signés sur le bord du bureau du ovale de la Maison Blanche, c'est un commissaire et potentiellement une réflexion. Non, c'est pas la réponse au décret. Ça a été décidé bien avant. Ça a été décidé l'année dernière et au moment après les élections européennes, quand la nouvelle commission se met en place. La nomination de ce commissaire va aboutir sur un rapport. Les derniers chiffres officiels qu'on a, si vous voulez, c'est de savoir que 73% de l'industrie militaire, c'est des achats hors Union européenne et 68% de ces 73%. Vous savez pourquoi ?
Il y a deux raisons. Il y a deux raisons à cela, parce que bon, c'est évidemment très triste. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'on ne peut pas acheter, comme on dit, sur étagère. Il n'y a pas assez d'armement aujourd'hui dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que le premier pas fondamental, c'est le développement de chaînes de production pan-européennes. Il y a quand même une logique. Vous savez, tout le monde n'est pas complètement idiot à Bruxelles. Bon, ça, c'est le premier. À démontrer. Ça, c'est... Non. C'est un bon mot, mais non. Bon, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez beaucoup de pays européens qui disent, et pas complètement à tort, attention, si du jour au lendemain, nous disons aux Américains, on ne vous achète plus d'armes, à ce moment-là, nous précipitons la fin de l'Alliance Atlantique. Alors que nous n'avons pas déjà de défense commune. Ce n'est pas idiot. Alors, ce n'est pas idiot, mais quand on entend la dernière déclaration de Keith Kellogg qui vient de tomber, qui est donc l'envoyé spécial de Donald Trump, justement mandaté pour l'Ukraine, on se demande justement si lui nous fait des cadeaux. Écoutez. Pouvez-vous nous assurer que les Ukrainiens et les Européens seront à la table des négociations ? La réponse à cette dernière question telle que vous l'avez formulée est non. La réponse à la première partie de cette question est oui, bien sûr. Les Ukrainiens seront à la table. Enfin, il serait stupide de dire qu'ils ne le seront pas. Mais quand on dit à la table, il faut définir ce que ça veut dire. Rappelez-vous, cette guerre dure depuis longtemps et nous entrons maintenant dans sa 3e année. L'une des choses que nous n'avons pas vraiment encore abordées, ce sont les détails. Donc il y a les grands qui décident, et nous on est où à la cuisine ? Mais attendez, c'est pire comme ça, je vous le disais quand nous avons commencé l'émission, ils veulent, Trump et Poutine, se partager le continent en deux zones d'influence, Évidemment que oui, et c'est pour cela qu'il y avait urgence à réunir demain à Paris les principales figures de l'Union européenne, mais vous savez, cette défense européenne que vous et moi, nous attendons avec tellement d'impatience, elle ne va vraisemblablement pas se faire à 27. Elle va vraisemblablement pas se faire à 27. C'est quoi, une douzaine de pays une douzaine de pays qui vont finir par s'entendre. Elle va se faire, je vais citer là Dominique de Villepin, ceux qui veulent aller plus loin, plus vite. Plus loin, plus vite. Alors, les Italiens, ils ont une industrie d'armement qui n'est pas du tout négligeable. Ils ont une armée qui n'est pas du tout négligeable. Les Français, les Polonais, les Allemands, les Britanniques. Bien sûr que oui. Mais ça sera la première pierre de l'édifice. Ce sera la première pierre de l'édifice. Et si par miracle, heureux ou malheureux, Trump et Poutine arrivent à se cesser le feu, qu'il y a une ligne de démarcation, ce qu'il faudra appeler une Ukraine de l'Est et une Ukraine de l'Ouest, comme l'Allemagne. Des soldats européens pour aller... Eh ben voilà. Et il faudra déployer des soldats européens sur cette ligne de démarcation. On dit 50 000, je pense pour ma part que ce serait beaucoup plus. Mais enfin, certains experts militaires disent qu'il faudrait 200 000 soldats pour sécuriser... J'ai entendu ce chiffre, mais je vous rappelle quand même que en 27 armées, dispersées dans 27 armées, nous avons quand même pas loin de 2 millions de soldats dans l'Union européenne. Pas loin de 2 millions de soldats. Alors tout ça, ce sera très compliqué. Ce sera très coûteux. Mais il y a un moment où il faut regarder la réalité en face et se dire que ou bien nous devenons un protectorat américain, nous à l'ouest de l'Europe, qu'il redevienne un protectorat russe à l'est, ou bien on s'arme. Et donc on dépense de l'argent pour le faire. Eh ben oui.